Allez, on continue d'égrener nos tables rondes. On a vu une chance pour l'humain, on a vu une chance pour l'entreprise, on a parlé de productivité, on a un petit peu monté sur la qualité, et là on vient de parler de culture d'entreprise, mais on va remonter encore un petit cran. Allez, on va remonter encore un petit cran parce que beaucoup pensent que le RPA, c'est avant tout un outil technique, hein, c'est un outil une espèce de pansement là, qui permet de contourner les problèmes d'intégration de système. Mais justement, dans cette table ronde, on va essayer de vous démontrer que le RPA peut également avoir une vision mais très stratégique pour l'entreprise. On vient de parler de culture d'entreprise, mais on va remonter d'un cran, ça peut devenir stratégique et même devenir un outil qui permettrait d'avoir un avantage concurrentiel. Alors pour en parler, pour vous le démontrer, j'accueille, on commence par la droite, Julien Fest. Vous êtes responsable des projets RPA chez Generali France et on verra avec vous que cette technologie donne aussi l'occasion de s'adapter, d'adapter complètement les processus de l'entreprise. Juste à côté de vous, il y a Eric Bouguen. Vous avez la responsabilité de toute l'offre Intelligent Automation en Europe chez Avanade. Avanade qui est la joint venture entre Microsoft et Accenture. Donc vous êtes notre consultant et vous avez cette vision européenne qui va nous aider à éclairer un petit peu les débats. À ma droite, nous avons Pierre Nouguet, vous êtes le patron d'Ecosys. Alors Ecosys, c'est une société de conseil en stratégie pour des entreprises. Donc on parle de stratégie, on est content d'avoir un consultant en stratégie. Et vous êtes également un assemblier de l'intelligence artificielle, un assemblier de l'IA. Et vous êtes à la fois prescripteur de solutions, mais vous avez également des solutions logicielles à votre catalogue. Donc on va avoir surtout avec vous cette fameuse dimension stratégique. Messieurs, j'ai une question à vous poser. La première, c'est à partir de quel moment, justement, on se rend compte que cette technologie, le RPA, peut aller au-delà de la productivité. Peut-être commencer par vous, Julien, mais oui, n'importe qui peut répondre. À quel moment on se rend compte que ça peut devenir stratégique? Alors, c'est vrai que Generali France, on a commencé à s'approprier la technologie RPA il y a 2 ans. Il y a eu tout un travail assez long, finalement, d'acculturation, présentation auprès des équipes. On a vu beaucoup d'opportunités, on a beaucoup travaillé dans la masse et petit à petit finalement on voit que les équipes se sont appropriées le concept, ils ont compris ce que le robot pouvait faire et je trouve que la manière dont Déborah l'expliquait pour Nielsen était très claire. C'est petit à petit les gens comprennent ce que le robot permet, se l'approprient, le mettent à leur sauce et réussissent à produire des choses et à transformer la manière dont ils travaillent. Et c'est vrai qu'également, UiPath fait ce concept de citizen developer. Et je trouve très vite, les équipes s'habituent à travailler avec le robot à côté d'eux. Oui. Et très vite, revoient la manière dont ils travaillent au quotidien. La fameuse assistante virtuelle. Eric, justement, cette idée qu'on monte en maturité, on fait des petits POC et on monte en maturité, c'est quelque chose que vous constatez en Europe? Oui, tout à fait. C'est vraiment l'approche assez classique qui est assez répandue dans toutes les industries d'ailleurs. Mais évidemment, comme Déborah l'expliquait, comme Julien soulignait, c'est vraiment quelque chose qu'on voit que la complexité, c'est le changement de culture. Finalement, nous-mêmes, consultants, on a des modèles, des strategic operating models, des reference models. On sait expliquer quelle est la bonne gouvernance, quelles sont les façons de travailler autour du RPA, hybride, fédéré, on en a un peu parlé. Mais vraiment, tant que l'entreprise ne s'est pas approprié le potentiel de l'automatisation en tant que tel, eh bien, on n'y arrive pas. Et effectivement, on l'a bien vu là aussi chez Generali et on l'a vu aussi dans l'exemple de Nielsen précédemment, mais chez Generali, on l'a vraiment vécu sur la façon dont, en formant des équipes métiers... Oui, juste expliquer qu'ils sont partenaires, vous travaillez ensemble. Oui, tout à fait. Oui, en formant aussi des personnes auprès des business domains, eh bien, effectivement, les personnes comprennent mieux, voient l'intérêt pour eux et sont capables de se l'approprier. Puis, effectivement, derrière, d'avoir une transformation culturelle de l'entreprise et de comprendre que la robotique, c'est aussi de la cobotique, c'est aussi pour chaque employé d'imaginer comment il pourrait se faire aider par un robot. Chaque employé avec son petit assistant virtuel, par exemple, plutôt que d'avoir son stagiaire, on a son assistant virtuel. Donc on entend bien cette histoire. On POC d'abord, et puis on a ces fameux quick wins dont on a parlé depuis tout à l'heure, et après, comment on passe à l'échelle. Et en passant à l'échelle, on se rend compte de choses assez importantes. On vous écoute, Pierre Nouguet. Oui, moi je suis très heureux d'être là parce que nous sommes les voisins de UiPath et on est dans un endroit qui est fabuleux en termes d'innovation, qui est WeWork. Donc passez nous voir, mais si je fais cette petite boutade, c'est justement parce qu'on n'est plus à l'époque d'époque. La robotisation ou les assistants digitaux nous permettent d'aller beaucoup plus loin que simplement quelques processus. Oui. C'est ce qui a été très bien expliqué toute l'après-midi sur
la vision en réseau, la vision d'intelligence en réseau, les réseaux de neurones. Et si on est capable de voir dans cette salle toutes les interactions qu'il pourrait y avoir si on processait notre intelligence collective, c'est-à-dire si ces systèmes nous permettaient d'aller beaucoup plus loin, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir fait Harvard de la stratégie pour savoir que beaucoup de grands groupes industriels ont déjà commencé à processer leur roadmap d'innovation. Oui. Et une roadmap d'innovation, si on prend un exemple concret dans le domaine aéronautique ou dans le domaine industriel, s'il faut changer l'avion de demain, ça va nécessiter de découper l'avion en plusieurs parties, du train d'atterrissage, la cabine de pilotage, etc. Eh bien, processer ces roadmaps d'innovation qui vont faire l'avion de demain, avec tous les métiers connexes en termes d'achat, en termes d'écosystème, ça a été très bien dit tout à l'heure, la robotisation ou les systèmes d'intelligence ne touchent pas que les process internes. Ils touchent déjà les interactions des process externes, donc les écosystèmes externes. Alors, soyons très concrets. Quels sont les scénarios stratégiques ou justement, les scénarios dans lesquels l'intelligence artificielle, je suis en train de me projeter, dans laquelle le RPA, on va commencer par là, peut justement devenir stratégique. Bien, déjà, quand ils commencent à travailler sur les roadmaps stratégiques. Et comme on l'a très bien dit... Parce que vous le faites. Oui, on le fait. Et puis surtout, comme on l'a très bien dit, l'organisation casse les silos traditionnels, donc doit casser, ça a été dit, le management. Et c'est bien évidemment les COMEX qui, au premier stade, doivent repenser leur façon de s'organiser. Et un COMEX, qu'il soit dans l'univers de l'aviation, va penser la réflexion sur l'avion et de l'énergie de demain, mais c'est la même chose sur les voitures connectées. Donc on est obligé de travailler dans une systémique. Et on ne peut plus travailler en petits silos dans son petit métier. Sinon, c'est Google ou d'autres qui prendront toutes les places de demain. Alors moi, je voudrais qu'on soit très très concret. On veut vous écouter du côté d'Éric et du côté de Julien. Très concrètement, encore une fois, dans quel scénario le RPA peut devenir très stratégique pour l'entreprise ? Je pense que dans le passage à l'échelle, comme on le dit, une fois qu'on a passé cette stratégie des petits POC, des petits pas, effectivement, on a une prise de conscience aussi que les bénéfices du RPA ne s'arrêtent pas à un business case. Et ça, c'est difficile à accepter au départ, parce qu'au départ, on est obligé de se mettre dans un effet boule de neige avec des ROI consécutifs, etc. Mais une fois qu'on arrive dans un passage à l'échelle, on a une meilleure prise de conscience qu'on a aussi des bénéfices sur de la réglementation, sur de la qualité de données, des bénéfices induits sur aussi de la capacité à répondre plus rapidement à un client final. Et de la même façon, on peut commencer à avoir des discussions très différentes. Alors si c'est avec un COMEX, par exemple avec un DRH, d'aller le voir et de lui demander où est-ce que tu as du mal à recruter, où est-ce que tu as énormément d'attrition, de turnover sur tes équipes, ou bien où est-ce qu'on a des départs en retraite massifs dans l'entreprise qu'on a du mal à remplacer. Et là, commencer vraiment, avec une stratégie d'automatisation, à répondre à des questions de niveau C-level et vraiment rentrer dans la stratégie d'entreprise. Alors expliquez-nous ça, parce que vous êtes en train d'expliquer que le RPA peut aider quand une entreprise a des problèmes de recrutement, de croissance. Une entreprise croît très vite, elle a du mal à trouver des compétences. Et le RPA peut aider ? Oui, tout à fait. Donc le RPA, c'est pas uniquement améliorer sa bottom line et de faire de l'efficacité opérationnelle. C'est pas uniquement pour une entreprise qui a un SI vieillissant de réussir à refaire un catch-up sur les 2-3 prochaines années, le temps qu'elle refasse sa refonte SI en parallèle. C'est beaucoup plus stratégique que ça. Ça peut aussi largement contribuer à de l'amélioration de la top line et largement contribuer, et je crois qu'on a eu même le témoignage de UiPath soi-même, une des entreprises qui a eu la plus grande croissance, qui utilise soi-même de l'automatisation. Pourquoi ? Parce que donc, quand on est en croissance, on ne peut pas recruter, former suffisamment rapidement. Donc on a aussi ici un bottleneck qui peut largement être taclé par l'automatisation. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que justement on s'appuie sur les employés internes, ceux qui sont le plus motivés, le plus engagés, et donc on automatise certaines de leurs tâches pour justement les faire monter en compétences. C'est ce qu'on a vu précédemment. Chez vous justement, vous aviez cette idée de monter en compétences et de faire travailler, notamment avec on parlait du COMEX, on parlait des RH, etc. C'est quelque chose que vous faites chez vous Alors oui, il y a une réflexion stratégique autour de la RPA et son emploi. Après, Generali France, on est présent sur l'ensemble des réseaux de distribution, sur l'ensemble des offres. Quel que soit l'objet, il y a bien moyen qu'on l'assure. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une complexité en matière applicative ou en matière de processus qui est assez importante et qui finalement elle reflète notre excellence sur chacune des branches. Donc aujourd'hui, on a aussi vraiment besoin que les équipes concrètement s'approprient la RPA et imaginent la manière dont ils veulent travailler demain avec le robot. Et je vois par rapport à un cycle en V traditionnel où déjà c'est long, c'est cher, donc on n'a jamais exactement ce qu'on voulait. Très vite, on est sur quelque chose d'assez conceptuel, parce que c'est un métier de concevoir un système d'information.
Aujourd'hui, les métiers ont beaucoup plus de satisfaction et de facilité à travailler avec l'équipe RPA parce que finalement, ils ne font qu'expliquer ce qu'ils auraient fait eux-mêmes avec les outils. Mais vous dites que ça va jusqu'à revoir les processus plus globaux. Parce que là, on est très tactique, on peut être éventuellement très pratique. Expliquez-nous justement cette idée de revoir des processus plus globaux chez Generali. C'est un très bon exemple parce que finalement, avant, sans le RPA, je n'avais pas forcément le carburant pour m'inciter à digitaliser, pour m'inciter à revoir mes process. Aujourd'hui, avec quelque part la carotte de se débarrasser d'un travail qui n'est pas intéressant, d'un travail qui est redondant, on arrive à transformer l'entreprise. Et d'autre part, on arrive à rendre des services qu'on ne rendait pas avant en termes de réactivité, en termes de présence, en termes d'heures d'ouverture. Donc réellement de transformer l'entreprise, la manière dont on fait de l'assurance. D'accord. Pierre Nouguet voulait ajouter quelque chose. Oui, on a parlé tout à l'heure de travail en équipe, en réseau. Il y a un sujet qu'il faut avoir en tête quand on veut impliquer des stratégies d'IA ou de RPA, c'est qu'il faut apprendre les uns les autres et apprendre à tous nos collaborateurs, à toutes nos équipes et donc à chacun d'entre nous à écrire de manière non linéaire. On a tous été formés à faire thèse, antithèse, synthèse, de raisonner comme ça, en vertical, en Excel, en Word et autres. Et bien maintenant, il faut être capable de travailler en réseau de neurones, c'est-à-dire en mind mapping, en cartographie de notre esprit. On doit être capable de dessiner la pensée multimodale qu'on a, multi-origine qu'on a. Et pour ça, il y a des logiciels tout simples, Déborah l'a dit, hein, les suites de RPA ou les suites d'IA partagent un écosystème d'outils, mais dont l'un des éléments clés, c'est je ne réfléchis plus de manière linéaire, je peux réfléchir de manière multidimensionnelle, que je sois agent de maîtrise, ouvrier, cadre moyen, cadre sup, etc. Et ça, c'est un élément fondamental de la capacité à se libérer et plus être dans des hiérarchies classiques et pas dire point 1, point 2, point 3. Eh bien non, je passe du point 1 au point 25, au point 12, au point 15. Le sujet, c'est que je puisse résoudre l'équation complexe qui m'est confiée. Et ça, c'est une rupture fondamentale que nous permet d'avoir cette intelligence collective, cette intelligence en réseau, cette intelligence neuronale, cette intelligence applicative avec du RPA. Alors justement, quand on devient très concret dans l'entreprise, Eric Vougen, je vais peut-être et peut-être aussi avec Generali, puisque vous travaillez ensemble, vous êtes partenaires sur ces questions-là, quand justement on refond les processus plus globaux de l'entreprise en mettant cette fameuse intelligence ouverte, on parle beaucoup d'open innovation, on parle beaucoup d'intelligence, tout n'est plus fait à l'intérieur de l'entreprise, hein, l'entreprise s'ouvre de plus en plus. Ben justement, moi je voudrais savoir, mais encore une fois, on est là pour être concret. Qu'est-ce qui peut être fait? Vous avez parlé tout à l'heure d'aider au recrutement, enfin en tout cas à régler les problèmes d'attrition d'emploi quand il y a des problèmes avec l'emploi. Il y a d'autres choses, d'autres sujets qui sont abordés. On avait parlé justement de qualité de données, d'alimentation de CRM quand on a préparé cette table ronde. Racontez-nous. Alors, typiquement, on a beaucoup de réflexions. Aujourd'hui, lorsque le client nous envoie ses coordonnées via un formulaire, l'opérateur n'a pas toujours le temps de les récupérer et de l'injecter dans le CRM. Donc finalement, en utilisant de la RPA, je suis capable de systématiser leur contrôle, leur récupération, leur injection et du coup d'améliorer assez rapidement en termes de qualité de données. Et du même coup, je peux envoyer un petit SMS. J'ai bien reçu votre demande, elle va être traitée sous 2 jours, ce que je n'arrivais pas à faire avant, vu que je n'avais pas le numéro de téléphone. Oui. Et c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir la manière dont, au fur et à mesure que la compagnie s'approprie l'outil, de voir la manière dont elle porte son empreinte sur nos process et qu'elle amène plus de qualité. Oui, tout à fait. Hein. D'automatiser, ça permet donc effectivement d'améliorer la qualité des systèmes de données derrière, et là l'exemple du CRM, donc derrière les insights, donc derrière peut-être de l'upselling, mais ça va au-delà de ça aussi. C'est-à-dire que dans la stratégie de globalisation, il y a toujours la question de savoir est-ce qu'on va rationner nos processus d'abord ou est-ce qu'on va les automatiser d'abord, dans quel ordre il faut faire les choses, etc. Je pense que là aussi, finalement, le RPA, en fait, il permet de déclencher un petit peu ce scénario parce que par sa simplicité de mise en œuvre, on va pouvoir déjà le mettre en œuvre quelque part, commencer par ça et regarder si oui ou non il y a véritablement une globalisation ou pas, parce que c'est pas non plus quelque chose de systématique. Oui. Dans les bénéfices qu'on va aller chercher au-delà de la donnée et de la réglementation, on va aussi en avoir là sur la rapidité de mise en œuvre. Hein. Oui. C'est vraiment quelque chose de clé. Alors on l'a évoqué depuis tout à l'heure, hein, cette gouvernance, l'impact organisationnel. Justement, on a rapidement parlé dans les tables rondes précédentes. Je voudrais qu'on en reparle de là parce que c'est un peu votre credo. Hein. Il faut tout casser, il faut travailler en matriciel, il faut plus travailler en vertical, etc. Des intelligences collectives. Voilà, moi j'aime bien caricaturer, hein, c'est tellement plus facile. Justement, sur ces questions. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que la gouvernance
Les modèles de gouvernance, ils existent, ils sont là, tous les cabinets l'ont, et là-dessus, c'est très clair. Ce qu'on voit véritablement, c'est que chaque entreprise lui tord le cou, parce qu'à la fin, ces automates, eh bien, ce sont des employés virtuels, des employés digitaux, et il va falloir là aussi qu'ils s'intègrent dans un système d'humains, un écosystème de l'entreprise, d'heures travaillées, d'heures fournies, d'efficacité. Je crois que c'est toutes les thématiques qu'on a pu entendre parler, dont on a pu entendre parler, pardon. Et donc là-dessus, c'est vraiment aussi dans le passage à l'échelle qu'on arrive, et ça on l'a vu aussi chez toi Julien, voir comment finalement ça va s'organiser, qui paye, c'est quoi le modèle économique, qui paye les licences, qui paye les heures de robot, comment ça fonctionne tout ça. Tout ça, il n'y a pas de réponse systématique et dogmatique, mais vraiment un travail au quotidien avec l'ensemble des équipes pour y arriver. Alors c'est vrai que déjà, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a cette peur finalement que le robot remplace l'homme. Mais finalement, je trouve que la notion d'intelligence collective, d'intelligence humaine, n'a jamais été aussi fondamentale pour réussir à transformer nos entreprises finalement. Le deuxième point, c'est également la RPA ne fonctionne pas en tant que telle. Elle a besoin d'un écosystème. Il y a besoin de l'adhésion des gens côté IT, parce que sinon les choses vont devenir très compliquées côté applicatif. On a besoin que les métiers s'approprient la démarche, qu'ils n'aient pas peur du robot, qu'ils voient comment ils peuvent jouer avec et transformer. On a besoin du patronage du COMEX. On a besoin d'avoir le patronage de la finance pour porter les ROI, pour porter les business cases, pour porter l'investissement. Et une fois qu'on a réussi à aligner ces planètes, les choses décollent, et c'est ce qu'on voyait très bien dans l'exemple de Nielsen. Pierre Nouguet ? Oui, deux exemples qui sont en train de bouger dans le domaine de la modélisation en réseau neurone. Bien évidemment, on l'a dit, c'est les RH. Donc, processer la relation humaine à l'intérieur de l'entreprise pour pas qu'on soit avec l'évaluation de dire je vais t'expliquer ce que tu as fait, on fait un 360 et on le donne le petit PowerPoint ou le petit papier. La nouvelle génération qui utilise le reporting avec l'intelligence artificielle, elle va demander beaucoup plus à ses employeurs que simplement la petite feuille d'évaluation. Parce qu'elle va demander du matching en disant je veux évoluer au niveau mondial, je veux passer d'un système à l'autre. Donc ça libère une puissance de calcul sur le RH. Mais de la même façon, on pourrait parler sur les services des achats. On parle du sourcing, le fameux make or buy. Est-ce que je me concentre sur mon cœur de métier et je fais tout ce qui n'est pas inventé chez moi, c'est pas bon, ou je commence à acheter à l'extérieur pour ouvrir, améliorer mes coûts, etc. Eh bien, vous êtes obligé de processer ça avec de l'intelligence parce que vous ne pouvez pas avoir le cerveau qui travaille 24 heures sur 24 avec des process qui vous remontent. Oui. Et ce qui est formidable, c'est que tout à l'heure, on parlait de ce réseau de neurones. Ce qui est formidable dans tout ça, c'est que c'est un système vivant permanent. Parce que ce qui est génial avec la capacité à faire son propre RPA, à dessiner ses flux, ses workflows, à permettre que l'agent de maîtrise ou l'ouvrier se dise j'ai un problème là, on ne m'écoute pas, je te dis qu'il faut changer ça parce que si tu faisais ça comme ça, etc. C'est qu'en dessinant tout ça, on change complètement la vie de l'entreprise et c'est des systèmes qui nécessitent d'être maintenus en permanence. Oui. Donc il y a vraiment une interaction entre l'assistant digital et ceux qui portent le système vivant de l'entreprise et qui lui permettent d'avoir une vision augmentée. Et nous, notre signature chez Ecosys, c'est « Le monde est un écosystème ». Eh bien, c'est bien normal qu'on commence à s'en rendre compte que tout interagit. Donc, si on veut avoir une vision systémique de nos impacts sur la Terre ou pas, eh bien, il faut qu'on soit capable de travailler de manière augmentée, de repenser complètement nos systèmes d'analyse et de valeur. Donc, on comprend bien cette idée. Et ce que je voulais voir un peu avec vous pour terminer, c'est jusqu'où on peut aller. Parce que justement, là, on a fait du chemin quand même depuis le début de l'après-midi, hein, du petit ROI qu'on gagne d'un côté. Mais vous, par exemple, chez Generali, vous travaillez sur d'autres sujets. C'est-à-dire que vous pouvez même aller très loin. On disait tout à l'heure qu'on peut connecter ces outils, utiliser ces robots aussi pour l'extérieur de l'entreprise. En interne, vous commencez à travailler sur des sujets assez intéressants. Alors, ce qu'on voit arriver, c'est l'alliance entre IA et RPA. Alors, notamment sur tout ce qui va être compréhension de la donnée en entrée. Aujourd'hui, pour faire un robot, j'ai besoin d'une donnée structurée pour savoir ce que je dois faire, sur quel client je dois le faire. Avec l'IA qui va être capable de lire un courrier, qui va être capable de converser via un chat avec un client, qui va être capable de comprendre un appel téléphonique, je vais pouvoir automatiser de bout en bout certaines opérations. Et bientôt, chez vous, dans votre bain, à 2h du matin, vous pourrez changer d'adresse si vous avez envie. Vous aurez un opérateur robot pour vous répondre côté Generali France. Également,
de plus en plus, on va voir l'IA se développer sur des tâches qui nécessitent une expertise en accompagnement de la réflexion humaine. Typiquement sur tout ce qui va être fraude, tout ce qui va être évaluation de dommages, ou on parlait du use case précédemment, tout ce qui va être recherche de descendants dans le cas d'un contrat d'assurance vie. C'est des scénarios sur lesquels l'IA nous apporte énormément de valeur parce qu'elle permet de renforcer l'expertise qu'on a déjà. Donc dès aujourd'hui, il est important de faire ces fameux réseaux de neurones. Alors réseau de neurones, ça peut faire peur comme ça, mais c'est simplement casser les silos et faire en sorte que les différents départements travaillent ensemble. Et quand ces différents départements vont travailler ensemble, on va se rendre compte qu'il y a des tas de choses qu'on pourrait automatiser et que du coup, il va falloir remonter un petit peu et se dire que ce genre de choses, ça peut changer les processus de l'entreprise, ça peut donner un avantage stratégique parce que c'est une idée qu'on vous aviez abordée, hein, cette idée que parfois on a des structures, des organisations un peu lourdes, un peu anciennes, qui doivent être en compétition avec des nouveaux arrivants un peu plus agiles, que ces outils-là peuvent aussi nous aider. Puis on vient de parler d'un sujet très intéressant, on s'est dit, tiens, quand on va commencer à mettre des yeux, des oreilles, de l'intelligence dans ces robots, on va pouvoir faire des choses qu'on n'imagine même pas. Mais ça, c'est l'objet de la prochaine table ronde qui arrivera après la pause. On vous remercie et on se voit tout à l'heure dans 30 minutes. Désolé. Merci.